on sait qu'il y a des problèmes à résoudre. Qu'est-ce qu'on voudrait mettre en place, qu'est-ce qu'on voudrait entendre aujourd'hui, parce que la vidéo sera basée sur vos idées en fait, voilà. Enfin moi j'aimerais bien nuancer quand même. Mais vas-y, parce que c'est le but. Moi je me dis quand même que, parce qu'effectivement on entend beaucoup en fait, c'est beaucoup dans le vocabulaire des gens en ce moment, et puis dans celui des médias, dans celui des politiques en fait, les gens se sentent pas représentés, il n'y a pas assez de sincérité dans la politique, et en même temps je pense que c'est important de replacer aussi, on vit une époque quoi qui est ultra médiatisée, où l'information circule hyper vite. Et en fait, je pense que ça a une importance énorme. Moi, je pense pas qu'avant, avant notre période, là, en gros, l'avènement d'Internet, je pense pas qu'avant, on était forcément mieux représentés, en fait, dans nos intérêts. Tu vois, je veux dire, tu vois, on parle de Révolution française, tu vois, comme quoi le peuple a réussi, tu vois, en gros, il est sorti dans la rue et il a pris le pouvoir, c'est ce qui n'est pas vrai. Je veux dire, c'est l'époque justement où la bourgeoisie a pris le pouvoir, en fait. Tu vois, et en fait, depuis, on est représenté par la bourgeoisie, en fait. Tu vois. Alors comment on change ça, justement ? Eh ben c'est compliqué quoi, parce que justement non mais c'est très compliqué parce que tu vois moi j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de dichotomie entre soit on fait une espèce de révolution où on renverse le pouvoir, tu vois, ou alors en fait on décide de faire avec en fait, parce que on est aussi dans un système économique, tu vois, qui fait que comment tu veux changer ce système économique ? C'est super parce que compliqué. C'est bien le revenu universel, c'est vachement bien, moi j'adore, je trouve ça vraiment génial en fait, tu vois. Mais honnêtement, tu vois, comment tu veux mettre ça en place quoi ? Moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Alexandre, c'est que je trouve que le problème en fait principal c'est le fait qu'il n'y ait pas de gens comme nous, comme les gens qui vivent là dans ce pays, qui soient au pouvoir en fait. Il y a personne, dire un type, mais que ce soit de gauche, de droite, de vert, de machin, qui a pas vécu avec un salaire à 1500 € par mois. Et encore, il y a de la chance, avec un SMIC, je veux dire, il peut pas savoir ce dont les gens ont besoin. C'est pas vrai. Vraiment, je suis vraiment là-dedans. Alors peut-être qu'il y a eu un moment, Besancenot qui était facteur, il y a eu des gens, ou des gens comme José Bové, mais c'est des gens finalement qui ont vécu la vraie vie, en fait. La vie des gens, entre guillemets, de cette classe moyenne, qui est quand même la plupart des gens, malgré tout, qui est en France, je pense. Et qui pouvaient peut-être comprendre un peu. Et après, je suis un peu partagée parce qu'en même temps, je me dis, être président, c'est quelque chose qui est pas facile, et c'est pas non plus le premier mec sorti de je sais pas où qui peut faire ça. Après, avoir besoin d'avoir des gens qui soient formés, qui sortent de l'ENA, je pense que c'est... Ouais, mais après c'est absurde. Le problème, c'est que ça te forme pas. Oui, mais bien sûr. C'est n'importe qui. Hein. Mais... Il se base sur des experts, etc. Et pourquoi ça serait lui et pas n'importe qui ? C'est ça. Je crois que le meilleur exemple, c'est Roselyne Bachelot, quand même, qui un jour a été ministre des Sports. Et après Ensuite, qui a été ministre de la Santé. Et qui maintenant fait des talk shows quoi. Roselyne Comment on fait pour changer ça moi je pense qu'il faudra à un moment donné quelqu'un qui va arriver au pouvoir, qui va dire je vais dire un gros mot mais en anglais ça va, mais qui va dire fuck à tous les trafics d'influence, parce que c'est ça en fait le truc, c'est que tu peux vouloir devenir président de la République, tu vois, en France, avec les meilleures volontés du monde, avec un programme hyper social, machin, nanana, tu vois, qui respecte tout le monde, sauf que le problème c'est que la réalité du terrain, c'est-à-dire que le mec en fait quand il prend son poste, il se rend compte que en fait t'as les lobbies, t'as l'agroalimentaire, l'industrie, tu vois, tu dois jongler avec tellement de trucs différents, tu vois, que c'est impossible, tu vois, d'appliquer vraiment tes idées en fait, tu vois. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est un mec comme. Moi, c'est vrai que tu parlais de Raphaël Correa tout à l'heure. C'est un mec qui a dit fuck à ça, quoi, tu vois. Qui a dit le FMI, ciao, quoi, tu vois. Et donc, une fois qu'on a, imaginons, on a viré tout ça, là, qu'est-ce qu'on met en place ? Mais je crois qu'il faut pas tout virer, tu vois. Non, je pense pas que c'est ça. Non, mais Raphaël Correa, il a pas tout viré. Il a juste fait en sorte, en fait, que. Il a évité, parce qu'en fait le problème, tu vois, de l'Équateur, mais c'est le problème de plein d'autres pays, tu vois, c'est-à-dire que la matière première qui est produite dans le pays, tu vois, du genre on peut parler du gaz de schiste, on peut parler de pétrole, enfin tu vois, des matières premières en fait, elles s'en vont, les capitaux en fait ils s'en vont, ils sortent du pays, tu vois, et en fait le pays en soi ne ramasse rien du tout, tu vois, sur cet argent là. Dans le film il y a un truc intéressant, c'est juste un exemple, il met en place le salaire digne, il appelle ça, et c'est en fait un salaire qui, quand une entreprise fait des bénéfices, elle est obligée de reverser ses bénéfices
à tous ses employés jusqu'à ce qu'ils atteignent ce salaire digne. Et tant qu'elle fait des bénéfices, elle est obligée de le faire, c'est dans la loi. Et ce qui fait qu'il a sorti son pays de la pauvreté, quoi. Enfin, genre, il n'y a plus de gens pauvres, enfin, il n'y a plus de seuil de pauvreté. Mais du coup, on peut l'opposer à ce qu'il vient absolument de dire, c'est que si l'entreprise, justement, on installe un salaire digne en France, l'entreprise, rien ne l'empêche de délocaliser. Bah oui, mais non, mais toutes les entreprises se barrent pas, enfin, ça... Bah, celles qui font le plus de bénéfices se barrent. Oui, mais c'est genre le 440, quoi, c'est 40 entreprises. Et puis, c'est là où il y a plus de... Puis c'est parce que le système est fait en sorte pour qu'elle puisse se barrer, enfin, tout est fait pour qu'elle puisse se tailler. La libéralisation des échanges. C'est ça, et tu vois, c'est ce que je disais quand on parlait sur Facebook, c'est un peu la fourberie de Le Pen d'avoir récupéré des idées très à gauche de protectionnisme, entre guillemets, de relocalisation, de circuits courts, etc., qui sont des trucs normalement de bon sens très très à gauche, quoi. Et elle a récupéré ça, elle a mis ça sous couvert d'immigration, tout ça, et du coup maintenant tous les gens qui essayent de parler Mélenchon, etc., qui essayent de parler de ça à gauche, ils peuvent pas parce que du coup on les traite d'extrémistes. Je pense qu'il faut se reconcentrer sur comme tu disais, les circuits courts, sur favoriser le local. On est quand même dans un pays qui a énormément de ressources et on peut créer beaucoup de choses. Mais comment on fait? Parce qu'avec les échanges européens, tout ça, moi j'ai toujours un souci avec ça, c'est que les produits français, je suis d'accord avec vous, ils sont en train de mourir. Moi j'ai rencontré beaucoup d'agriculteurs et c'est la catastrophe. Mais comment on met... comment on fait, quoi? Moi je trouve que c'est une grosse problématique, c'est en fait on a tous dans la tête, les politiques, les industries, la croissance. Enfin, on n'a jamais autant parlé de croissance, quoi. Enfin, il faudrait toujours être en croissance, tu vois. T'es pas en croissance, ça va pas. Par contre, si t'es en croissance, c'est cool. Ça fait quand même longtemps qu'on parle de la croissance, tu peux pas dire que c'est... Ah, mais c'est assez... Ouais, depuis les années 80. Depuis les années 80. Depuis les années 80, ça existe, ces histoires de croissance. Enfin, ça existe. Non, mais la croissance constante, en fait. C'est-à-dire que le fait de dire. Mais non, c'est quand même. Mais parce que la fin de la guerre, justement, le pays, on appelle ça les 30 glorieuses, c'est pas pour rien, en fait. C'est justement parce que le pays, en fait, tu pouvais pas aller plus bas, en fait, au niveau économie. Donc, du coup, le pays, il a été forcément en croissance juste après. Et donc, du coup, on s'est basé sur cet aspect-là, en fait, tu vois, dans les années 80, tu vois, c'est sous Mitterrand, en fait, c'est là où il y a eu la libéralisation des marchés, en fait, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, où on a commencé à parler, de la croissance, mais tu sais, continuelle, tu vois. Il faut toujours être en croissance, quoi. Au lieu de se dire ce qu'on a, ça suffit, et on continue à... Et du coup, tout le monde se plie à ce truc-là, quoi. Parce que forcément, une industrie, elle va pas dire non à une croissance, elle va plus faire plus de chiffres, en fait, d'affaires. Du coup, on parlait de la décroissance. C'est quoi la décroissance? C'est toi qui parlais de la décroissance? Est-ce qu'on tendrait vers ça, en fait? Qu'est-ce que ça signifie? Croissance, par exemple, toujours l'Amérique du Sud, mais je trouve qu'ils sont assez fascinants parce que y a plein de petits nids de bonnes idées là-bas. Et ils ont un truc qu'ils appellent le bien vivre. Enfin, je vais pas le dire en espagnol parce que mon accent est pourri, mais en gros, c'est essayer de pas consommer. Comment dire? On est dans un monde avec des choses finies. Et on essaye d'avoir une production infinie. Et ça, c'est complètement incohérent, puisque y a un moment, et on arrive à peu près à ce moment-là, où ça bloque, parce qu'il y a un manque de ressources, il y a un manque de machin. Et un truc qu'on parlait aussi, il y a un nouveau truc qui s'appelle la Blue Economy. Et c'est en fait essayer de changer la ressource qu'on échange, et qu'on vend et qu'on achète, et que ça soit plus une ressource palpable, physique, finie, mais que ça soit du savoir. Et parce que le petit exemple, c'est quand tu donnes une pomme à quelqu'un, toi t'en as plus et lui il a une pomme, et quand tu échanges un savoir avec quelqu'un, toi t'en as encore et lui il en a aussi. Et du coup, c'est quelque chose d'exponentiel qui... Bon, c'est un peu utopiste dit comme ça, mais et se baser sur des choses comme le biomimétisme, c'est-à-dire prendre des exemples dans la nature, de plein de trucs industriels même, je pars trop loin, mais mais par exemple le biomimétisme, c'est prendre plein d'éléments dans la nature, des exemples très concrets qu'on peut remettre en place en industrie, en économie, en politique, etc. Et juste les prendre, les lire comme un livre, et après hop, une fois que tu l'as lu le livre, tu le reposes et tu sacrifies pas la nature pour ton bien-être et pour ta consommation et ta production, mais tu t'en sers juste comme modèle que tu touches pas et que tu sacrifies pas. Et il y a plein de petites choses comme ça, de petites idées que je trouve assez nouvelles, en tout cas. Pas forcément, c'est peut-être faux, mais en tout cas ça a le mérite d'être nouveau, et je trouve ça assez intéressant. Je sais pas. Ça existe ça déjà Ouais. C'est le début, le truc de Blue Economy. Après, moi, l'idée, c'est vrai que c'est j'ai un petit problème parce qu'ils sont encore dans ce truc de
faut produire quoi. Et même si c'est une autre forme de production, il y a toujours ce truc de production et je trouve que la production pour moi c'est un peu. Pourquoi consommons-nous pas juste ce qu'on a tranquillement et vivons tranquillement quoi presque. Après je pense que la production c'est un truc qui est très ancré dans la. Je pense que les gens, depuis que les gens sont là sur Terre, ils ont eu besoin de produire et même les animaux, je veux dire, ils ont besoin de. Alors peut-être pas de produire, mais je veux dire, ils vont constamment manger de la nourriture, tu vois, ils vont constamment aller chercher et s'ils peuvent aller chercher plus, ils iront, tu vois ce que je veux dire. Et nous, je veux dire, depuis qu'on est. Les hommes préhistoriques, je pense que s'ils pouvaient avoir plus de trucs à manger quand ils chassaient, plus de cueillettes plus importantes, récupérer plus de fruits, ils le faisaient aussi. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu ancré. Ouais, mais on a un peu acquis la conscience de se dire, mais bien à un sûr, moment, stop. Bien sûr. Non mais qu'après, évidemment, on va pas manger plus que ce qu'on en a besoin. Est-ce que tu vas chasser ton non, je ne veux pas chasser ma nourriture. Je vais au supermarché et je la chasser avec mon argent. Non mais bien sûr. Avec ta polo. Mais je pense que c'est un truc qui est très ancré, je pense que même le truc de la croissance et au-delà de... Alors là on parle de croissance économique, mais la croissance juste de faire mieux, tu vois, d'essayer de faire mieux. Alors là on parle économiquement parlant, mais je pense que l'homme de manière générale essaye d'être mieux, d'évoluer, et donc c'est quelque chose que entre guillemets l'instinct tendra toujours à faire. Mais par contre je pense qu'en termes de... ce qu'on parlait tout à l'heure, développer tout ce qui est circuit court pour éviter justement ça. Moi j'ai la sensation franchement que depuis 5-10 ans ça commence quand même à être beaucoup plus ancré. Mais en même temps le truc de manger français etc, c'est un peu, et c'est vrai que c'est impossible parce que ça coûte cher. Enfin, je veux dire, le truc, manger que des produits qui viennent de France, français. Alors, pas tout, hein, évidemment. Mais même pas que la bouffe. Il y a des trucs, les fringues, mais je veux dire, les fringues qui viennent de France, mon pote, elles coûtent super cher. C'est aberrant. Enfin, c'est aberrant quand tu réfléchis. C'est trop taxé. Finalement, le circuit court, tu vois, c'est un peu un retour à ce qui se passait dans les années 30, 40 et encore avant, en fait. Le problème, c'est qu'ils normal à l'époque, quoi. Ouais, voilà. Non, mais le problème, c'est qu'ils mettent. Non, mais... aujourd'hui, en fait, on arrive à trouver ça complètement ouf, le circuit court, tu vois, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'hyper naturel. Et on a même du mal à le mettre en place, tu vois. Même si ça fonctionne, tu vois, à petite échelle, mais il n'empêche que bon, ça a quand même... Oui, mais parce que c'est moins cher. Le problème, c'est qu'ils mettent ce truc de circuit court et surtout de produits français cher parce que c'est censé être gage de qualité, tu vois. Et donc, du coup, vu que c'est censé être de la qualité, et ben forcément, ça se dit, c'est de la qualité, on le paye plus cher, même si finalement, dans la production et puis dans le circuit court, tout le monde sait que ça devrait coûter moins cher. Parce qu'on a beaucoup plus de normes qu'en Europe et que dans le monde. Aussi. Il y a ça aussi. Mais les gens vont aussi se dire, tiens, c'est français, c'est de la qualité. Alors que pas forcément, tu vois, le français peut être complètement médiocre. C'est en comparaison au prix très très bas des choses faites mal, etc. C'est ça. Qui mettent les prix chers. Ouais, je pense et encore, et parce qu'il y a aussi des trucs, c'est vraiment moins cher parce que ça coûte moins cher d'exporter certains trucs que de les produire en France. Mais alors, du coup, comment on fait cette espèce de protectionnisme Je fais l'ENA et puis je reviens. C'est ce truc de remonter à la cause des causes. Et moi, personnellement, je pense que c'est au niveau du pouvoir politique que tout se décide. Et c'est pour ça qu'il faut changer de pouvoir politique, de système politique. Et que système représentatif qui date de la Révolution, qui a mis en place les bourgeois, etc. Et c'est plus du tout d'actualité, ça marche pas. Même, tu vois, on voit, les gens, ils s'en foutent maintenant. Ils ont une défiance totale envers ça. Et du coup, c'est pas crédible. Faut pas dire tous les gens. C'est pas non, mais il y a quand même, quand tu regardes une élection présidentielle où tu as 40% d'abstention quasiment, ça veut dire que quasiment la moitié des gens ne vont pas aller voter. Et bon, ok, il y a peut-être des gens qui ont la flemme et tout, mais ça fait quand même une grande partie. C'est le premier parti de France, comme ils disent. Et ça, on devrait peut-être le prendre en compte. Et moi, j'ai un petit espoir que ce truc d'abstention monte de plus en plus. Et mais le vote blanc, c'est le vote blanc qui devrait être comptabilisé. Parce que c'est ça, entre les gens qui s'en foutent tout à fait et qui vraiment n'ont rien à taper. Tu vois, genre ça c'est l'abstention, mais alors que tu vois le vote blanc. S'ils le mettaient vraiment en place, tout s'écroulerait. Ça marcherait pas. C'est pour ça qu'ils peuvent pas, parce que c'est genre, il y a Guillaume Maurice qui avait fait un truc là-dessus où il va à l'Assemblée, il demande alors le vote blanc, on le met en place et tout. Et les mecs, à un moment, ils sont là, non, on peut pas, genre ça marcherait pas, on n'existe plus si on fait ça. Mais ça serait ça serait à mon avis la meilleure solution, parce que l'abstention c'est un truc qui veut rien dire. Il y a pas de sens, parce que pour toi c'est unité, mais pour je sais pas, ça va être un pote que tu rencontres qui va aussi